Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'action Visa. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente analyse concernant la société Mastercard, je vous invite à aller la voir potentiellement avant de regarder l'analyse de l'action Visa, car ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension du business de Visa, puisque ces deux entreprises, Mastercard et Visa, sont très proches en termes de business et sont très comparables sur beaucoup de points. Comme d'habitude sur la chaîne, cette analyse va se découper en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Visa, puis nous ferons une analyse quantitative de la société, puis une analyse fondamentale, et enfin nous évaluerons le prix de la société et nous déterminerons si actuellement elle est intéressante à acheter ou pas. Et pour ceux qui n'ont pas vu les 3 vidéos qui expliquent ce processus, je vous renvoie vers ma playlist méthode que vous trouverez en haut à droite et en description de la vidéo. Et comme d'habitude, avant de commencer, le disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, passons maintenant à l'analyse de la société Visa. C'est une société américaine qui a pour ticker V, elle est cotée au NYSE, donc au New York Stock Exchange. Elle a une capitalisation de 570 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,73% et elle est dans le secteur de la finance. L'histoire de la société débute en 1958 avec la création de la Bank AmeriCard par la Bank of America, qui fut la première carte bancaire au monde. Par la suite, beaucoup de banques intègrent le réseau et utilisent la Bank AmeriCard pour gérer leurs transactions. En 1970 est créé le consortium National Bank AmeriCard. En 1973 est mis en place le paiement électronique et le délai d'une transaction passe de 5 minutes à 56 secondes. En 1977, Bank AmeriCard devient Visa, Visa qui est un nom internationalement neutre. Et en 1986 a lieu le lancement de la carte Visa Premier. En 1992, la Gold Card Visa devient la carte la plus utilisée au monde. En 1997, a lieu le lancement du programme Secure Electronic Transaction. En 2002 a lieu le lancement de Verified by Visa qui permet de sécuriser les transactions en ligne. En 2003, le nombre de cartes Visa dans le monde dépasse les 1 milliard. En 2006 a lieu la restructuration de la compagnie Visa Inc. et seule Visa Europe garde alors son indépendance. En 2008, Visa fait son entrée à la bourse de New York et Visa Europe reste non coté. En 2010 a lieu la fusion de Visa Europe avec le groupe Carte Bleue, donnant naissance à Visa Europe France. En 2015, Visa Europe se fait racheter par Visa et réintègre la maison mère. En 2018 ont lieu les rachats de Paydy et Earthport. En 2020, le rachat de Very Good Security. Et en 2021, les rachats de Tink et Currency Cloud. Au niveau de la répartition des ventes par secteur, on a 35,6% qui proviennent du data processing, 33% des services, 25,9% des transactions internationales et 5,5% autres. Au niveau de la répartition des ventes par région, on a 56,7% des ventes effectuées à l'international et 43,3% aux États-Unis. Si on fait un rapide point sur le business de Visa, il est donc découpé en 4 secteurs. Le premier, data processing, correspond aux frais récoltés sur les transactions financières qui passent par le réseau Visa entre les banques et sont donc des frais qui sont prélevés auprès des banques. Le segment services sont des services fournis aux clients utilisant le réseau de Visa. Les transactions internationales sont les frais récoltés sur les paiements internationaux, donc entre les frontières des différents pays. Et le secteur autres représente les services à valeur ajoutée liés au conseil, au marketing et à certains avantages des cartes et des frais divers. Au niveau de la stratégie de Visa, elle se découpe en 3 points. En premier point, les consumer payments, qui sont les transferts de milliards de dollars sur le réseau de Visa. Ensuite, les new flows, qui sont la capture de nouvelles sources de mouvement d'argent à travers des flux de cartes et non-cartes pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Et enfin, le troisième pilier sont les value added services, qui permettent de diversifier les revenus avec des produits et des solutions qui différencient le réseau, approfondissent les relations clients et offrent des solutions innovantes à travers d'autres réseaux. Au niveau du management, on retrouve Ryan McInerney au poste de CEO depuis 2013, Jack Forrestel au poste de Chief Product and Strategy Officer depuis 2014 et Chris Su au poste de CFO depuis 2023. Au niveau de l'actionnariat, il n'y a aucune ligne particulièrement intéressante, on retrouve des institutionnels relativement classiques comme Vanguard, BlackRock, State Street, T. Rowe Price, etc., etc. Passons maintenant à l'analyse quantitative de la société Visa. Et comme d'habitude, je vous renvoie à la vidéo qui explique ce processus si vous ne l'avez pas encore vu, que je vous mettrai en description et en haut à droite.
Premièrement, faisons un point sur la rentabilité de la société. On a un ROCE sur la dernière année de 33,73%, sur les 5 dernières années de 26,34% et sur les 10 dernières années de 24,46%. Au niveau des profits, on a une marge brute de 79,88%, une marge opérationnelle de 67,34% et une marge nette de 53,92%. Donc on a ici des marges qui sont exceptionnelles. Et on a un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport au résultat opérationnel de 5%, ce qui est très faible. Au niveau de la croissance, on a eu une croissance du chiffre d'affaires sur la dernière année de 13,2%, sur les 5 dernières années de 11,7% et sur les 10 dernières années de 13%. Et on a un score de prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires de 98%. Au niveau de la croissance des free cash flow, on a eu une croissance sur la dernière année de 10,4%, sur les 5 dernières années de 14,5% et sur les 10 dernières années de 20,8%. Au niveau du dividende, on a eu une croissance sur la dernière année de 18,7%, sur les 5 dernières années de 16% et sur les 10 dernières années de 18,5%. Et cela fait maintenant plus de 16 ans que Visa augmente son dividende de manière consécutive et sans interruption. Et enfin, pour terminer avec la santé, on a un ratio dette sur EBITDA très faible de 0,87 et un payout ratio de 21%. Si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 20 sur 20, et si vous avez vu la vidéo d'analyse sur la société Mastercard, vous savez que ce sont les deux seules sociétés qui arrivent à avoir un score de 20 sur 20. Et si on compare Visa avec ses concurrents, on retrouve évidemment Mastercard avec 20 sur 20, American Express et Discover Financial Services, et je précise que ces deux sociétés ne peuvent pas être notées tout simplement parce qu'elles n'ont pas de ROCE. Si on compare la performance de Visa par rapport à ses concurrents, on retrouve en première position Mastercard, suivi donc de Visa, ensuite American Express et pour terminer Discover Financial Services, en sachant que cette performance est calculée dividende non réinvesti et sur une période d'environ 10 ans. Si on compare la croissance de Visa par rapport au S&P 500, on a eu une surperformance sur les 10 dernières années de 5,85% dividende réinvesti et sur les 15 dernières années, 9,25% dividende réinvesti. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de la société Visa, et comme pour l'analyse quantitative, si vous n'avez pas vu la vidéo qui explique le processus, je vous renvoie vers cette dernière. Commençons par les forces de la société Visa. Premièrement, elle est en duopole avec Mastercard qui possède 25% des parts de marché, en sachant que Visa est le leader du marché avec plus de 50% des parts de marché et 14 trilliards de dollars qui transitent sur son réseau, soit 2 fois plus que Mastercard. Visa est présente dans plus de 200 pays et opère dans plus de 160 devises différentes. En 2022, 23% de l'économie mondiale a transité par les réseaux de Visa et Mastercard, ce qui est énorme. C'est un business qui est quasiment inconcurrençable pour un nouvel arrivant. Et le business model de Visa est très scalable et se développe dans une industrie croissante, comme en témoignent ses marges exceptionnelles et son faible pourcentage de dépenses en CAPEX. Il est important de noter aussi que plus de 16 000 institutions financières sont partenaires avec le réseau Visa, et également la part des paiements digitaux continue de croître au détriment du liquide, et les paiements digitaux sont passés devant les paiements en liquide il y a quelques années seulement, donc on a encore beaucoup de marge de croissance sur ce secteur. Et enfin, il y a bien évidemment un effet de réseau chez Visa, donc c'est-à-dire que plus il y a de consommateurs qui utilisent le réseau, plus le réseau est attractif pour les commerçants, et donc plus il y a de consommateurs qui l'utilisent, etc., etc. Au niveau des risques maintenant qui pèsent sur la société, premier point, les business de Visa et Mastercard sont exposés aux concurrences de certains pays qui fournissent des solutions nationales comme UnionPay en Chine ou le réseau carte bancaire en France. C'est un business qui est sensible aux conditions économiques et notamment au volume de paiements internationaux ainsi qu'aux risques géopolitiques. Il y a également des risques réglementaires et antitrust majeurs car par le passé, Visa et Mastercard ont souvent été traînés en justice pour leur position dominante. Et il est important de noter que Visa a légèrement sous-performé son concurrent Mastercard par le passé. Passons maintenant à la checklist fondamentale et commençons par les produits. Premier point, les produits sont essentiels puisque personne aujourd'hui ne peut se passer d'une carte bancaire. Les produits sont achetés régulièrement puisque les achats par carte bancaire sont faits constamment et sur chaque transaction, des frais sont prélevés. Et donc forcément, les produits sont vendus à bas prix puisque les commissions sont indolores pour les particuliers et représentent une portion infime d'une transaction, mais le fort volume de transactions génère beaucoup de revenus. Les produits sont achetés par une large base de clients puisque tout le monde a eu ou a une carte bancaire Visa aujourd'hui, et les produits résistent au changement puisque le business de Visa est quasiment impossible à concurrencer à l'heure actuelle. Au niveau du positionnement maintenant, est-ce que l'entreprise est appréciée par ses clients? Pour ma part, je suis plutôt neutre sur cette question car aux yeux des consommateurs, l'entreprise est appréciée, mais auprès des commerçants, c'est plutôt discutable et ces derniers remettent souvent en cause les commissions que prennent Visa et Mastercard. L'entreprise n'est pas unique puisque Mastercard propose les mêmes solutions,
L'entreprise est le leader de son marché, puisque Visa est le leader du marché avec plus de 50% des parts et Mastercard est le deuxième. L'entreprise résiste très bien à la concurrence, puisque Visa est en duopole avec Mastercard et il est impossible pour un nouvel entrant de les concurrencer. Et est-ce que l'entreprise dispose d'un fort pricing power? Pour ma part, j'ai mis neutre, car les commerçants ont souvent fait pression pour réduire les commissions que prennent les réseaux Visa et Mastercard sur les transactions. Au niveau du management maintenant, on a une entreprise qui est facile à diriger puisque le business model est simple et scalable et il n'y a pas de risque majeur de disruption à l'heure actuelle. L'entreprise a une allocation du capital neutre puisque Morningstar lui attribue une note de standard. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits puisque Visa propose un des meilleurs systèmes de paiement au monde. Le management de l'entreprise est compétent puisque l'entreprise a été très bien gérée depuis sa création. Et le management n'est pas skin in the game puisque le management n'a aucun lien particulier avec l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une entreprise familiale et le management ne possède pas de part particulière dans l'entreprise. Et pour terminer, l'entreprise a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. L'entreprise opère dans un secteur cyclique puisque le secteur financier est cyclique et dépend des conditions économiques et macroéconomiques. L'entreprise a un fort potentiel de croissance puisque Visa a encore beaucoup de potentiel de croissance notamment dans les pays émergents. Et l'entreprise évolue dans un marché en croissance puisque la part des paiements digitaux ne cesse de croître. Et enfin, l'entreprise est orientée vers ses actionnaires puisque Visa verse un dividende croissant et effectue des rachats d'actions réguliers. Et si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 15,5 sur 20. Et maintenant, si on réfléchit à des scénarios catastrophes, pour ma part j'en ai trouvé 3 et les scénarios catastrophes qui sont ici sont les mêmes que pour Mastercard, à savoir premièrement que les monnaies numériques de banque centrale pourraient remplacer les réseaux de paiement Visa et Mastercard, mais c'est peu probable et les monnaies numériques de banque centrale seront surtout utilisées pour les transactions interbancaires. Les crypto-monnaies également représentent un danger puisqu'elles pourraient devenir la norme, mais personnellement je n'y crois pas. Et enfin, les BRICS pourraient appuyer des réseaux de paiement maison dans les marchés émergents et pousser des solutions chinoises ou indiennes par exemple et remplacer Visa et Mastercard qui sont des réseaux américains. Et maintenant pour terminer, passons à l'étude de la valorisation de la société Visa, et comme pour les deux étapes précédentes, si vous n'avez pas vu la vidéo explicative de ce processus, je vous renvoie vers cette dernière. Premier point, nous allons essayer de calculer la fair value estimate de Visa, donc c'est-à-dire son prix juste estimé auquel nous souhaiterions payer la société. Pour cela, nous allons utiliser 4 prix. Le premier est un prix obtenu grâce à une méthode de discounted cash flow basée sur les revenus, qui nous donne un prix de 216,25 $. Puis une méthode de discounted cash flow basée sur la croissance des free cash flow, qui nous donne un prix de 288,25 $. Le prix juste estimé de Morningstar qui est à 260 $, et le prix juste estimé de Guru Focus qui est à 275,49 $. Et si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient une fair value estimate de 260,05 $. Et si on compare cette fair value estimate par rapport au prix actuel de l'action, on voit que l'action est légèrement au-dessus, puisqu'elle est surévaluée de 9,3%. Et maintenant, si on compare les différents PE, on a un PE global de l'industrie qui est à 14,63, un PE historique sur les 10 dernières années de l'action Visa qui est à 32,36, et un PE actuel qui est à 32,69. Donc là, on a une différence assez faible de 1%. Et si on fait la moyenne de ces deux scores obtenus, on obtient une surévaluation d'environ 5,15% pour la société Visa. Et maintenant, si on récapitule sur tous ces points, on a une entreprise qui est de qualité puisqu'on a une note quantitative de 20 sur 20. Elle possède un grand moat, donc un fort avantage compétitif et des fondamentaux excellents avec une note fondamentale de 15,5 sur 20. Il est important de noter qu'elle est en duopole avec Mastercard et que son réseau est incontournable et est le leader du marché. Elle est aujourd'hui à un prix relativement abordable et elle reste à un prix cohérent par rapport à sa valeur. Et pour ma part, Visa, c'est évidemment oui, c'est une entreprise que j'ai déjà en portefeuille et que je continuerai bien évidemment à acheter dans le futur. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire quelles sont les prochaines analyses que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne, dites-moi si vous possédez Visa en portefeuille, quel est votre PRU dessus et quelles sont vos convictions. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.